Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce MAG du dimanche du 2 juin 2024. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons par le sommaire. La composition du gouvernement souminois n'a pas fait l'unanimité au sein de l'Union sacrée de la Nation. Quelques jours seulement après la publication de cette équipe, des voix se sont levées dans la famille politique du chef de l'État pour fustiger la non-prise en compte des poids politiques de certains regroupements ainsi que la non-représentativité de certaines provinces. Certains envisagent même le blocage de l'investiture de cette équipe composée en majeure partie de technocrates. Le choix était-il fait au nom de l'État ou de la majorité? Un tas de défis attend ce gouvernement, de la sécurité au social en passant par la défense, les infrastructures, la diplomatie. Le chantier est immense car tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Une mission qui se présente difficile mais pas impossible. Sur quoi Judith Souminois et son équipe devront-elles s'appuyer pour relever les défis? Parmi les défis à relever figure aussi l'arrêt découlage des recettes publiques. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes pointe du doigt le secteur judiciaire. Pour cette structure, ce secteur fait échapper au trésor public plusieurs milliers de dollars américains. Situation paradoxale, d'autant plus que le secteur devant punir les détourneurs serait lui-même impliqué. Et pour commenter l'actualité ce soir, mesdames, messieurs, nous recevons M. Amissi Makutano. Il est cadre du parti au pouvoir et président du conseil d'administration à l'OGEFREM. Il est également député national. Bienvenue, M. Makutano. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous garde, mais ce sera après ce dossier. Les tractations ont duré près de 2 mois pour aboutir à la formation d'un gouvernement de 54 membres, dont 18 femmes. 30 nouvelles têtes font leur entrée et 24 sont reconduits. Cependant, cette configuration n'est pas du goût de tout le monde. Certains regroupements de l'Union sacrée dénoncent les critères qui, selon eux, n'ont pas respecté la représentativité et le poids politique. Devant cette offrande, l'Union sacrée, à travers son présidium, a convoqué une réunion pour calmer la tempête. Suivez. Un record serait-il battu? En République démocratique du Congo, depuis la nomination de la première ministre lundi 1er avril, le pays n'est pas parvenu à former un gouvernement 2 mois presque. Ce qui revient à 60 jours de péripéties et d'imbroglio, symbolique d'une difficulté désormais récurrente dans cet État démocratique. La tâche a été ardue pour Judith Souminois et sa majorité dont elle est issue. Ces discussions et tractations ont accouché d'une équipe gouvernementale de 54 membres. 30 nouvelles têtes, dont des profils tout aussi rassurants, ont fait leur entrée dans l'exécutif national. Jacquemain Chabani à la vice-primature de l'Intérieur, Guy Mwandian-Vita à la Défense, Raissa Malou à l'Éducation nationale, Mukoko Samba, ministre à l'Économie pour ne citer que ceux-là. Judith Souminois puise également 24 membres dans l'équipe Sama 2, dont 9 ont été permutés. La répartition des postes ministériels au sein du gouvernement de la première ministre Judith Souminois renseigne que l'UDPS et sa mosaïque se taillent la part du lion, en raflant près de 65% de postes. Le parti politique majoritaire au Parlement et ses mosaïques sont suivis de l'UNC de Vital Kamere et du regroupement AB de Samalou Kondé, 2 figures connues de la société civile, et l'FDCA de Modeste Bahati qui rafle un peu moins. Parmi les partenaires de l'UDPS à l'Union sacrée, seul Jean-Pierre Bemba a été reconduit. Il cède la défense pour la vice-primature en charge des transports. Sur les 6 vice-premiers ministres, 5 sont de l'UDPS ou de ses mosaïques et alliés, à l'instar de Jacquemain Chabani à l'Intérieur, Guy Mwandian-Vita Kabombo à la Défense, Daniel Mukoko de la Catracé à l'Économie, Jean-Pierre Liaou et Guylain Niembo à la fonction publique et au plan. Sur les 10 ministres d'État, 4 au moins sont de l'UDPS, Thérèse Kaïkwamba, Raissa Malou, Alexis Guizaro et Acacia Bandumbola. Un seul poste revient à l'opposition républicaine de Constant Moutamba, nommé à la justice. F. Bazaïba du MLC se maintient à son poste. Le regroupement politique AB rafle 2 ministères d'État dans le développement rural avec Mohindo Nzangi et l'aménagement du territoire avec Guy Lohando. Sur les 24 ministres, au moins 10 sont de l'UDPS ou de sa mosaïque. Ceux des finances, ressources hydrauliques,
mines, droits humains, santé publique, recherche scientifique, enseignement supérieur et universitaire. La FDCA se retrouve avec 2 portefeuilles, dans l'emploi et le travail et la formation professionnelle. L'UDPS Kibasa conserve son unique poste, le PALU également, avec Patrick Mouyaya et Didier Mazenga. AVC-AB de Didier Moudimbu se retrouve avec 2 ministères, l'UNC aux hydrocarbures et AB50 de Julien Paloukou prend le commerce extérieur. L'on note aussi l'entrée de la société civile avec Madame Léonie Kandolo, défenseur des droits de l'homme de longue date qui s'occupe du genre, famille et enfants. L'inamovibilité de Jean-Lucien Boussa avec son regroupement CODE suscite la curiosité. 6 fois ministre depuis le gouvernement Sami Badibanga, Lucien Boussa gère le portefeuille dans le nouveau gouvernement. Parmi les 4 ministres délégués, Irène Essambo de la société civile garde son fauteuil. La AGPC de Pius Mwabilou cède l'urbanisme et l'habitat à Didier Tengue de l'UNC. Au niveau des vice-ministres, on compte au moins un de Guy Loando aux affaires étrangères, un député UDPS à l'intérieur, la TEC ACRD de Christophe Mbosso à la justice et le chef coutumier du Nord Kivu, Jean-Baptiste Katourébé, aux affaires coutumières. La composition de ce gouvernement a été un exercice périlleux pour Judith Souminois. Dans cette équipe gouvernementale, le bloc est composé du Grand Katanga. La Grande Orientale et le Grand Kivu raflent 22 places pendant que le bloc Ouest, composé du Grand Équateur, Grand Bandundu, le Congo central, se retrouve avec 19 places contre 13 pour le centre du pays. Le Kasaï trône en tête, suivi du Grand Équateur avec 11 représentants. Le Grand Kivu se contente de 8 portefeuilles, la Grande Orientale 6, 5 pour le Grand Katanga et le Grand Bandundu. Le Congo central se contente de 3 portefeuilles. Et le Maniema n'en hérite d'aucun. Cause du mécontentement des élus de la province du Maniema. Ces élus sont allés plus loin en initiant une pétition contre l'investiture du gouvernement souminois. Autre mécontentement sont ceux des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, avec plus de 10 députés qui ne se retrouvent pas dans cette équipe. Le cas du regroupement du député Eliezer Tamboué. On peut se sentir lésé et touché dans la mesure où on a mouillé les maillots. Tout ça qui ce qu'il faut retenir. Nous méritions ça parce que Toya qui n'a pas élu, nous avons 4 AC 13 députés, on n'a rien réussi. AC, c'est un parti qui n'a pas fonctionné avec les moyens de quelqu'un. Nous nous sommes débrouillés nous-mêmes. On a eu les 7 députés que nous avons. Et puis, le chef n'a pas pu tenir compte de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? On doit forcer la main du chef. On ne force pas la main. Mais ce que nous voulons, que le peuple se retrouve dans ce qu'ils font. Et là, nous, en tant que parlementaires, du moins que le bureau de l'Assemblée nous bloque, nous allons faire notre travail en tant que parlementaires sans complaisance. Et bien voilà. Et ce que nous voulons aussi, que l'équipe, oiseau rare, l'équipe qui gagne, que le chef de l'État a mis en place, puisse gagner en réalité auprès du peuple. Parce que, tout en principe, il y a le peuple d'abord. Et la CPA de Jean-Tini Ngobila. Ce gouvernement laisse une porte à l'opposition avec la nomination de Constant Moutamba à la justice et garde des Sceaux. Un effort considérable a été fait dans le renouvellement de la classe politique. Plusieurs ministres ont la quarantaine. Pour calmer les frustrations engendrées par la publication de l'équipe souminois, une réunion des responsables des regroupements et des partis politiques de l'Union sacrée a été convoquée, mais l'absence très remarquée de Modeste Bahati, grande figure du présidium, est révélatrice des dissensions qui règnent des suites à la sortie du gouvernement. Nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Entre-temps, Judith Souminois et les siens sont attendus au plus tard le 15 juin à l'Assemblée nationale. Monsieur Amissi Makitano, première vue, comment vous jugez les choix portés sur cette équipe gouvernementale? Merci pour la question, premièrement. Le commentaire est que, après avoir visualisé l'image, il y a quand même une précision à amener. Vous avez présenté tant de ministres, les présentant comme les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est faux. Ce que je dois apporter comme information, vous devez savoir que toutes ces personnalités, il y a certains d'entre eux qui ont créé leur regroupement.
Et dans ces regroupements, ils ont eu quand même à récolter la moisson qui leur avait permis de pouvoir avoir droit au chapitre. Les cas de qui, par exemple? Et surtout le cas de Guilénium. Il avait un regroupement avec lui. Il y a aussi le cas de Akasia Bandouboula, qui était dans des ATDC. Et donc, vous les présentez, ce sont des figures de l'UDPS, mais ils n'ont pas été pris pour les comptes de l'UDPS, étant donné que les regroupements avaient quand même réalisé les nombres requis pour avoir un ministère. Et au total, il y a combien de membres de l'UDPS dans cette équipe sur les 54? Mais comme vous le savez, il y a eu des principes qui ont été mis en place par le formateur informateur qui est Augustin Kabouya. J'ai salué en passant le général. Et c'est par rapport à ce travail qui a été mené par lui que la Première ministre a pu se référer. Bien entendu, même s'il y a eu encore d'autres consultations du fait qu'on ne pouvait pas travailler avec des gens que vous ne connaissez pas. Et au départ de ces principes, je crois que l'UDPS, avec ses 75 élus, pouvait avoir droit aux 7 et un vice-ministre. C'est ce qui a été fait. Bien entendu, c'est ce qui a été fait. Nous cherchons encore d'autres visages, mais je crois que c'est ça le principe. Et je rappelle que vous étiez même dans l'équipe de l'informateur, dans son cabinet. Donc nous avons une source crédible. Mais malheureusement, vous êtes satisfait par rapport à ça, à l'équipe? Je dois rappeler, monsieur le journaliste, sur votre plateau, que le peuple attend beaucoup du régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Les caprices des uns et des autres doivent être mis à côté et regarder l'intérêt supérieur de la nation. Mais c'est quand même fondé, hein? Ce que je dois vous dire, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Pour avoir 54 ou 50, je crois que vous allez assister à des mécontentements. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais les gens doivent comprendre que le pays ne peut pas traîner les pas parce que tel ou tel voulait se retrouver au gouvernement. Non. Et si ça a été fait sciemment, par exemple, comme le cas du regroupement d'Eliezer Ntambwe, 13 députés, mais ils n'ont pas de poste, même pas un vice-ministre. Je dois rappeler que le président n'est pas partisan de l'injustice. L'injustice reste l'injustice. Parce que vous l'avez si bien rappelé sur ce plateau que je fus dans l'équipe de l'informateur. Et à ce que je sache, le travail a été valablement conduit par le main du maître Augustin Kabouya. Et bien entendu, les règles étaient très claires. Et aujourd'hui, si nous constatons qu'il y a certains regroupements qui réalisaient un nombre de députés, et par ricochet, ils devraient quand même être bénéficiaires d'un poste ministériel et que cela n'a pas eu lieu. Je crois que ça peut être une erreur et je crois que ça pouvait être réparé autrement. Donc peut-être pas revoir l'ordonnance du chef quand même. Je suis en train d'interpeller l'ensemble des hommes politiques. Il y a beaucoup qui abusent de la bonne foi du président de la République. Et là, moi, je suis contre. Les chefs restent chefs. Et si vous voulez forcer la main du chef, parce que vous croyez avoir la parole plus importante que les autres, là, je suis perdu. Vous comprenez? Ceux qui sont là-bas, ceux qui ont été choisis, ce sont des Congolais. Ce qu'on peut demander à nos compatriotes qui ont bénéficié de la signature du président de la République, c'est d'apporter le meilleur d'eux-mêmes, d'apporter ce que le peuple attend de nous. N'oubliez pas que tous les problèmes qui dérangent la nation aujourd'hui trouvent les représentants au sein du gouvernement. Et avec leur coordonnatrice qui est la Première ministre, je crois que je peux leur demander de ne pas être discret, qu'ils se focalisent sur l'intérêt supérieur de la nation, qu'ils travaillent pour le Congo. Et je crois que c'est ce que le peuple attend de nous. Avec des guerres inutiles au nom, tout ça, la réclamation, elle est tout à fait fondée. Et je crois que ça sera réparé autrement. Mais il ne nous revient pas de pouvoir traîner les pas. Le temps est déjà... On a consommé beaucoup de temps. On doit se mettre au travail. Le Parlement doit jouer son rôle à contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements. Et bien entendu, c'est là où le peuple va trouver son compte.
Monsieur Amissi Makutano, ça craint à l'UDPS. Apparemment, c'est une association réunie autour des intérêts, mais pas autour des idéaux. Vous ne craignez pas que cette législature soit mouvementée parce qu'on a affaire aux gens qui réclament à tout bout de champ? Bien sûr. Comment vous allez vous y prendre? Je l'ai rappelé dans certains plateaux de la ville. On a chanté, non, nous avons une majorité. Le président a une majorité. Mais composé aussi de vos alliés. Hein? Si le président a une majorité, ça veut dire qu'il faut lui laisser les champs libres de statuer et de juger ce qu'il juge bon et de lui laisser le main libre. Mais quand vous dites que cette majorité appartient au président, mais quand vous ne vous retrouvez pas dans le gouvernement, vous dites non, nous avons amené nos députés. Oh, ce n'est plus le député du président. Je crains des motions alimentaires, des motions juste pour bloquer. Moi j'aime parce que notre peuple, il est éveillé et il va voir. Je crois que les temps sont révolus par rapport aux anciennes habitudes qui ont élu domicile, peut-être au Parlement, où les gens pouvaient se taper de motions pour avoir l'argent. Le temps n'est pas à ces rendez-vous-là. Le peuple observe. La volonté du président de la République, c'est de voir que toutes les institutions jouent correctement leur rôle. Tu peux être de la majorité. Tu es ministre. Vous n'êtes pas ministre par votre beauté corporelle. Vous allez apporter quelque chose, de l'innovation à l'office, et que l'action que vous allez mener ensemble avec tous ceux qui vont composer votre cabinet doit avoir la répercussion que sur le quotidien ou sur l'avancement de notre pays. Et par cela, même le Parlement, même le président lui-même en tant qu'une institution, je crois que nous allons jouer valablement notre rôle pour laisser la place à la méritocratie, à des innovations, à des gens qui viennent justement pour chercher l'argent et puis ne rien faire. Je reviens à vous, monsieur le député national, mais ce sera juste après ce deuxième dossier. Des tergiversations, voulais-je dire, observées d'un mauvais œil par la population qui n'attend que des solutions à leurs problèmes. Le chantier est immense pour ce gouvernement. Sécurité, diplomatie, infrastructure, sociale, pour ne citer que cela. Tout est donc prioritaire. Une mission qui se présente difficile, mais pas impossible. Dans un pays où tout est priorité, le gouvernement souminois va se confronter aux presque mêmes problèmes que les précédentes équipes se sont heurtées. Le premier de tous, c'est la situation sécuritaire. Vieille de 30 ans, la sécurité des frontières nationales, notamment celle de la partie orientale, a connu beaucoup de soubresauts. Des envahisseurs recrutés parmi les voisins de la RDC, dont le Rwanda laissé a réussi à instaurer une mafia de la pire espèce à travers le pillage des ressources naturelles au détriment des vies humaines. Nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita, va conduire la politique des armées, grâce notamment à sa ligne budgétaire qui a atteint depuis cette année le milliard de dollars. Avec les offensives lancées par l'armée loyaliste en réaction aux attaques des terroristes,
Guy Moadi Invita devra conduire cette politique de reconquête du territoire national occupé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Pourquoi il y a des cycles de violence à répétition à l'est de la RDC? Parce qu'il y a justement l'impunité. C'est les mêmes qui sont recyclés, qui sont hébergés dans des pays voisins, on les garde. Et lorsqu'on pense que c'est le moment de freiner l'élan pris par la République démocratique du Congo, on agit des épouvantails. Au-delà de l'engagement militaire que devra impulser le nouveau gouvernement, la diplomatie est depuis un certain temps axée sur les questions de l'Est. Christophe Lutundula va laisser à Terrestre Kayuamba plusieurs dossiers à gérer avec les partenaires de la sous-région dans le processus de Luanda et celui de Nairobi qui patine. Il faudra aussi associer à cette situation les ramifications extérieures avec les puissances industrielles internationales, ramifications qui ont démontré que le Rwanda est sous-traité par certaines multinationales pour s'aimer le chaos en RDC, dans une théorie adoubée par la communauté internationale. Thérèse Kayuamba aura donc, entre autres, la lourde mission d'obtenir des sanctions contre les dirigeants rwandais pour ce qui se passe dans l'est de la RDC. La tâche sera également ardue pour le nouveau patron de la sécurité intérieure, étant donné que la feuille de route de ce ministère consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national et garantir les libertés publiques, des droits et des devoirs des citoyens. L'on peut déduire que le nouveau patron de l'intérieur et de la sécurité a du pain sur la planche. Des défis nombreux et complexes, mais qui ne sont pas insurmontables. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, en est conscient. Conscient des nombreux défis à relever, je m'engage avec dévotion et patriotisme de porter cette lourde responsabilité dans la perspective de traduire en acte la vision du chef de l'État, a-t-il posté sur son compte X. Ce fils du Nord Kivu, ancien secrétaire général de l'UDPS, devra entre autres juguler l'escalade du banditisme urbain dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Des réformes importantes sont aussi attendues dans l'appareil sécuritaire du pays, un secteur présenté comme le ventre mou du pays. S'agissant de la lutte contre les interminables embouteillages dans la ville de Kinshasa principalement, la touche particulière du numéro 2 de l'équipe souminois sera très attendue. Les autres priorités du gouvernement sont sociales et économiques. Il s'agit du renforcement des ménages impactés par la baisse du pouvoir d'achat due à la dépréciation de la monnaie nationale, le déficit de la production locale, le chômage des masses et le sous-emploi. Les transports, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et les dépenses de souveraineté comme la justice nécessitent des moyens que l'État n'a pas. L'administration de proximité, l'amélioration des dessertes en énergie, l'habitat et les personnes vulnérables sont autant de chantiers qui peinent à décoller. Le développement de l'industrie agricole est une priorité devenue le slogan de tous les temps. Pourtant, la RDC, avec ses 80 millions de terres arables, est toujours à la traîne. Si l'on tient à booster l'économie locale, le gouvernement devra réfléchir sur les voies et moyens pour créer une chaîne de valeur dans le domaine agricole qui est une véritable alternative aux mines. Le développement durable, le tourisme, la culture ou les sports comptent parmi les atouts majeurs autour desquels peuvent se greffer des entreprises familiales sous le leadership du gouvernement. Les défis sont immenses, hein? Bien sûr. Mais pas impossible. Pas impossible. Est-ce que vous pensez que l'équipe souminoise sera capable de relever ces défis? C'est une bonne question, mais parfois je me demande pourquoi on la pose comme ça. Est-ce que... Et on devait la poser comment? Il n'y a pas de gens qui sont venus dans le gouvernement, qui ont existé dans notre pays avec leurs compétences. Ils ont appris. Vous savez, les études nous aident à pouvoir nous contenir dans un environnement. Mais ce n'est pas ce que nous avons appris à l'université que nous trouvons dans la réalité. Toutefois, nous nous conformons. J'ai foi dans ces hommes et ces femmes dont le choix a été opéré pour qu'ils soient dans le gouvernement, de pouvoir apporter le meilleur d'eux-mêmes.
Ils savent. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des humains. Ce sont des personnes avec qui nous vivons, nous parlons, nous mangeons ensemble. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, qu'on leur avait donné une lourde charge qu'ils doivent porter justement pour qu'ils changent un peu les paradigmes existants dans tel ou tel secteur. Sécurité, ça fait plus de 30 ans que la guerre existe. Devant nous, on a deux options, militaire et diplomatique. Ça va de pair. Mais la diplomatie piétine avec la Nairobi et autres. Ça ne piétine pas, peut-être. Vous êtes un historien du présent. Vous suivez les informations chaque jour. Les langues se délient aujourd'hui à travers le monde. C'est suite à cette diplomatie agissante du président de la République. Je crois qu'il faut accepter les choses dans ces justes valeurs. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont perdu le sens d'admiration ou d'acceptation des uns et des autres. Mais c'est que fait le président de la République sur le plan diplomatique. Mais je ne sais pas moi si on peut mesurer à travers l'Afrique un président qui fait pareil. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui croient peut-être monter dans des avions, c'est les leaks. C'est un risque de la vie. Mais le président ne dort pas. Il est à l'est, de l'ouest, du nord au sud, justement pour trouver la quiétude du peuple congolais. Mais on a du mal à arracher de la communauté internationale les sanctions contre le Rwanda. Mais nous suivons quand même les informations récentes où la communauté internationale, où la France reconnaît quand même pour la première fois que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Mais ce que je dois rappeler sur ce plateau est que le bonheur ou la paix du Congo ne viendra pas de la France, ni des États-Unis. La détermination de nos vaillants militaires qui sont au front et qui est considérable, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions retrouver ce que nous recherchons, c'est la paix. C'est une guerre de complicité, il y a beaucoup de forces derrière, parce qu'ils ont un but. Ils cherchent ce qui est au Congo, ce qu'il y a dans le sous-sol, et par ricochet, le président leur avait rappelé, venez, entrez dans la grande porte. Nous allons parler et qu'on se mette d'accord avec cette coopération gagnant. Ouais. Avec iPhone, par exemple. Non, iPhone, moi je ne sais pas moi. C'est pas seulement iPhone qui est fabriqué par les coltans. C'est presque tous les téléphones, toutes les marques possibles. Alors comment on pointe tellement l'iPhone? Et là, on peut s'écarter peut-être de la logique. Nous devons globaliser, nous devons le mettre tous ensemble. Toutes les sociétés là qui fabriquent les téléphones, tous sont dans l'affaire parce qu'ils utilisent les coltans. Et par rapport à la réserve, nous, le Congo, on a quand même une quantité et on peut dire, ok, halte. C'est une détermination de nous tous. Mais malheureusement, entre nous, il y a aussi les gens qui fournissent les informations chez l'ennemi parce qu'ils tirent leurs dividendes au détriment du sang de leurs compatriotes. C'est un défaut. Nous tous, nous devons retrouver le bon sens en disant que nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Celui qui vient vous donner l'argent, parce qu'aujourd'hui les gens veulent avoir des immeubles, de belles voitures, mais au détriment du sang de nos compatriotes, je crois que ça ne valait rien. Ce qui est important, nous devons nous rebiffer et de dire que le Congo, c'est pour les Congolais. Et moi, en étant Congolais, je dois positivement agir pour que mon pays puisse gagner et pour que le peuple congolais puisse gagner. C'est pourquoi nous, étant de cette grande école politique de la République démocratique du Congo, on se rappelle toujours de dire de notre maître la cogestion du Congo et des Congolais. Sur le plan économique ou social, le gouvernement aura du pain sur la planche. Et la vie devient très chère en République démocratique du Congo. Quelle est la recette pour M. Makutano? Bon, la recette, là je prends sur le plan économique. Il y a une contradiction dans ce que nous vivons dans notre pays parce que l'économie ne cadre pas avec nos réalités. C'est-à-dire? C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, nous avons les habitudes coloniales. Pourquoi je l'ai dit? Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et il y a des intelligences à ce soir. C'est pourquoi, à un certain moment, moi, je rigole.
Les technocrates, les gens... Les technocrates, en quoi? Ils sont technocrates en quoi? Nous avons eu des porteurs de diplômes dans ce pays. Les docteurs en, les docteurs en. Quel a été la remède par rapport aux problèmes qui dérangent la nation congolaise? Parce que sur le plan économique, nous devons adapter l'économie par rapport à nos réalités. Quelles sont nos réalités? Nous avons des hectares de terres arables. Dans l'agriculture. Bien entendu. C'est un grand ministère qu'il faut doter le moyen. Nous ne manquons pas de terre. Il y a les gens qui viennent chercher la terre du Congo ici pour aller utiliser ça ailleurs. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous en faisons avec? Et si nous nous mettons au travail et que nous constatons ne fût-ce qu'une année de production, nous avons vu l'exemple avec les services nationaux. Avec le général Kabouy. Oui, que je jette des fleurs, que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais avec de telles initiatives, c'est ça qui doit développer notre pays. Parce que tout le monde veut être au bureau. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être DG, PCA. Non! Nous pouvons développer d'autres secteurs et surtout les secteurs agricoles. Mais que faire s'il n'y a pas de moyens? Que faire si ces entrepreneurs n'ont pas de moyens, justement? Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de moyens? Moi, je suis un enfant de quelqu'un... Les banques octroient des crédits... Non, attends que je vous dise. Nous, on a grandi avec les champs. On achetait juste une machette, là où la bêche, nous allons. Mais quand nous allons produire, ça va nous aider à consommer les mois et les mois. Là, vous parlez de l'agriculture familiale. Pas familiale, parce qu'on cultivait, on vendait aussi chez les autres. Mais on parle de l'agriculture industrielle. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, comme Maniema, est-ce qu'il y a une culture industrielle? Mais les gens vivent comment? C'est avec la force corporelle. Et nous avons abandonné les bonnes habitudes. Parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec le prêtre. À chaque parcelle, derrière la maison, on avait quand même un petit jardin. On peut avoir le matembélé, les restes. Et quand ça barde, on essaie quand même de recourir là-bas. Et ça nous aidait. Mais aujourd'hui, pourquoi nous avons perdu les habitudes? Je crois que chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement une affaire de nos compatriotes qui sont dans le gouvernement. Nous allons les charger pour rien, on va les haïr pour rien. Les problèmes sont réels. Chacun a ce qui les concerne en tant que Congolais. Mettons les énergies positives ensemble pour qu'on décolle avec les décideurs, sans oublier la volonté du président de la République qui veut voir la participation de tout un chacun. Je suis sûr, avec ce gouvernement, avec la détermination du président de la République, non, pour nous c'est une bénédiction d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. Ah bon? Bien sûr. C'est une bénédiction d'avoir un président peuple. Un président qui parle, qui écoute, qui émet son vœu. Et s'il y a une erreur, il corrige. Non, on n'a jamais vu ça. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, là? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Voilà pourquoi il y a trop de revendications. Il n'y a pas de problème, c'est une qualité. C'est aussi la vie démocratique. Si vous allez dans le pays où la démocratie sévit, vous comprendrez qu'il y a une contradiction terrible. Le président est capable de nous amener la réalité européenne. Mais ça va souffrir ici parce que les gens vont trouver que c'est étrange. Ça n'a jamais existé. Oui, ça n'a jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la première ministre. N'est-ce pas? Une première. Oui, c'est une première. En République démocratique. Il préparait déjà les gens pour dire la femme peut aussi jouer un rôle important. Et aujourd'hui, nous avons. Sur l'article 14 de la Constitution, je sais quand on parle de l'équilibre entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. 30% respectés net. Mais il y a des hommes qui pleurnichent pour dire non, voilà, il y a beaucoup de femmes. Laissez aussi les femmes jouer leur rôle. On va évaluer leurs compétences ou leurs incompétences en étant dans l'exécutif. Parce que quand on va pouvoir encore composer ou revoir le gouvernement, on dira mais les femmes n'ont pas apporté le maire de maire, ou bien les femmes ont beaucoup apporté plus que les hommes, donc elles peuvent encore bénéficier beaucoup. Voilà la politique innovatrice du président de la République que je demande à l'ensemble de notre peuple et à toutes les institutions
d'emboîter les pas, de suivre et d'accompagner fidèlement et loyalement cette politique du président de la République. Troisième dossier. L'opacité criante dans la gouvernance des affaires de l'État. Le constat est de la Cour des comptes qui, dans son rapport, reconnaît au secteur de la justice le statut de pourvoyeur des recettes budgétaires. Mais il a souligné que la part des recettes provenant de ce secteur dans les revenus encadrés par la DGRAD est dérisoire. Le couloir a donc atteint des proportions inquiétantes. Que faire pour arrêter cette hémorragie? Coulage de recettes, dévoiement de procédures, constat alarmant, situation dégradée. Lors de la publication de son dernier rapport annuel, la Cour des comptes a pointé une situation à minima préoccupante de nos finances publiques. C'est un volume de 57 pages qui a scruté les recettes mobilisées dans les secteurs judiciaires durant les exercices budgétaires des années 2021 et 2022. On vous donne l'argent la nuit, vous êtes à deux, mais le jour, vous devez poser un acte pour lequel vous avez pris l'argent. Et cet acte-là, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Et nous les captons, le jour. Et lorsque nous les captons, nous les sanctionnons. Ce rapport de la Cour des comptes est salé et revient sur des déficits, des comptes bancaires non officiels, les fonctionnaires ayant manipulé les chiffres et même la liste des entités qui ne tiennent pas régulièrement les registres. Il faut ajouter à ceci des cas de dissimulation des recettes réalisées, les écarts entre les recettes constatées et celles liquidées, voire des discordances dans les statistiques d'extrait des casiers judiciaires. Ayant en charge la vérification sur pièce et sur place, la régularité des recettes et dépenses inscrites dans la comptabilité publique, la Cour des comptes a relevé les flagrances, notamment dans les données relatives à la réalisation des recettes par catégorie de toutes les années auditées. Un exercice très enrichissant, un peu houleux, parce que quand on est devant des contrôleurs et des juristes en même temps, on doit faire très attention à ce qu'on dit, mais je crois qu'on s'est enrichi de la contradiction de ce jour. Elle a mis en cause des pratiques répréhensibles dans la chaîne des fonctionnements de services d'assiette du ministère de la Justice et Garde-Sceaux et de la police nationale congolaise qui a aussi autorité de signer de contraventions. La dénonciation parle de détournement des deniers publics, mais au niveau du parquet général près la Cour des comptes, nous relevons qu'une pareille qualification doit normalement être établie par une décision de justice et rendue par le juge compétent à l'issue d'une procédure conforme à la loi. Tel n'est pas encore le cas. Nous sommes au stade de l'enquête et cette enquête doit revêtir un caractère secret. Ces rapports reconnaissent au secteur de la justice les statuts de pourvoyeur des recettes budgétaires. Elle a cependant souligné que la part des recettes provenant du secteur de la justice dans les revenus encadrés par la Direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation est dérisoire. Nous allons l'accompagner pour que l'écoulage des recettes qui a été constaté puisse, si on ne peut pas l'éradiquer, du moins qu'on puisse diminuer son ampleur. Dans sa mission d'assurer le bon usage de l'argent public et d'en informer les contribuables congolais, la Cour des comptes indique clairement que le niveau de réalisation des recettes ne reflète nullement les sommes portées au compte général du Trésor. Le coulage de recettes a atteint des proportions inquiétantes, consécutivement au non-versement par le gouvernement des frais de fonctionnement aux cours des tribunaux et offices de parquet, au service d'assiette du ministère de la Justice et Garde-Sceaux et à la police nationale congolaise. Le non-paiement de la prime de rétrocession au service d'assiette, les faiblesses de la DGRAD dans l'encadrement des recettes non fiscales et le maniement de deniers publics par des personnes non habilitées. Mais les juges de comptes publics recommandent notamment l'affichage public de taux des actes générateurs au niveau des services d'assiette et la suppression de la fonction de greffier comptable. Les antivaleurs dans la gestion de l'argent public est un fléau très répandu dans beaucoup de services de l'État en RDC. Malgré l'existence des instances de contrôle de gestion, les malversations financières se multiplient et d'autres sont carrément instituées en système. L'Inspection générale de finances, les organes délibérants comme le Parlement, les assemblées provinciales, les inspections de services, le conseil d'administration ou encore les cours des comptes ont le défi de démystifier la gestion publique et apporter de la lumière partout où on parle de l'opacité dans la gouvernance des affaires de l'État. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos,
À cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. Il y a donc nécessité d'une action transparente, cohérente et efficiente pour pallier ce coulage de recettes de l'administration judiciaire congolaise. Monsieur Amissi Makutano, avez-vous une recette pour mettre fin au coulage des recettes publiques? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, je rends hommage au premier d'entre nous, le président de la République. Je l'appelle affectueusement le président de leur président. Pourquoi? Parce qu'il sort toujours de l'extraordinaire. À l'entrée du jeu, en prenant la parole, je vous avais dit ici sur ce plateau qu'il y a beaucoup de gens qui abusent et qui ont abusé de la bonne foi du président de la République. Et aujourd'hui, il est sorti de l'extraordinaire en donnant la responsabilité de la justice à un opposant. Je suis très joyeux, je vous dis la vérité. Et par votre micro... Cet opposant-là pourra en donner la réponse à bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous croyez que vous allez tout simplement accorder les opportunités aux gens qui se croient être à la mêlée et parfois ils ne donnent pas le meilleur que le président attend? Tout le premier mandat, le président ne faisait que parler, pleurer de cette justice. Et quand le président vous donne une mission, tout en reconnaissant que chaque institution doit jouer son rôle, il attendait quoi? Il attendait un résultat. Il vous donne les champs libres. Ce n'est pas comme les autres qui ont précédé ici, qui ne pouvaient pas laisser la justice jouer valablement son rôle. C'est par ici où je profite pour lancer un message de félicitations au Mineta, Maître Constant Moutamba. Félicitations, chers collègues. Je crois que vous êtes un homme rigoureux, je connais. Remontez la pente. Suivez les dires, les orientations du président de la République. C'est tout un système, hein? Il n'y a pas de problème, mais il est le numéro 1. Il peut bouleverser ce système en un clin d'œil. Ce sont des nominations, ce sont des placements. Vous savez, les résultats, les bons résultats d'un responsable dépendent aussi de la qualité de ses collaborateurs. Il ne peut pas se faire entourer par des gens qui ont suyé l'honneur, des gens qui sont toujours derrière les procès pour tirer l'argent de partout. Ce qu'ils ont dénoncé là-bas, moi personnellement, je refuse qu'on reste dans des discours. On nous a lu des discours ici par les gens de la Cour des comptes. Heureusement, ils sont contrôlés par le Parlement. On n'a pas besoin de discours. Alingedi, quand il a mené sa mission, ok, il a mis les mécanismes. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un résultat. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de la contravention aussi. Ce sont nos policiers qui sont à travers nos routes ici. Ils se font l'argent avec de tennis, avec de grosses poches. Parce qu'ils sont mal rémunérés, peut-être. Parce qu'ils sont mal rémunérés. Non, il ne faut pas dire ça, mon frère. La réalité de notre pays veut que chacun, à ce qui le concerne, puisse mettre la conscience devant. Quand vous dites que non, il n'est pas rémunéré, c'est pourquoi il est en train de rançonner l'argent. Ça, c'est rançonner l'argent. Est-ce que la solution, ce n'est pas de bien le rémunérer, ce policier-là? Comme ça, il pourra arrêter. Mais ce que vous avez dénoncé sur votre élément, c'était quoi? C'était justement... C'était que l'argent n'arrive pas à la destination. Exactement. C'est un détournement. Et donc, nous devons encourager les détournements parce que c'est avec cet argent qu'on peut voir comment l'assiette se présente, comment nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires, de nos militaires, de nos policiers. Quand ils mettent cet argent dans leur poche, ça veut dire qu'ils agissent au nom de plusieurs Congolais. Et là, on peut appeler ça comment, monsieur le journaliste? Nous devons être conscients de ce que nous posons comme acte. Allez dans le pays où j'appelle le pays des hommes normaux. On ne joue pas avec l'argent de l'État. Vous allez trouver des policiers qui réglementent. Et quand vous posez un acte qui n'est pas conforme à la loi, ils ne vous parlent pas, ils ne négocient pas avec vous. Directement, vous allez voir la banque. Contravention. Alors, nous devons refuser cet aspect de donner l'argent, des contraventions ou bien des amendes entre les mains des gens. Il y a des banques ici qu'on peut signer des contrats.
Alors vous posez un comportement indigne, il n'y a pas de problème. Vous allez parler avec la banque. Et in fine, nous allons totaliser. Vous comprendrez qu'on aura beaucoup de moyens et ces moyens vont servir seulement pour nos fonctionnaires, nos militaires, les acheter des tennis, les mettre dans des conditions. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, avec Maître Jacquemain Chabani, je sais que c'est un homme très rigoureux, ils doivent taper là-dessus. Ils doivent taper là-dessus. Et ils ont la force contraignante. Ils ont l'État. C'est pourquoi même dans des contraventions, là, vous allez trouver la police. Exactement. Parce que c'est l'État. On va vous contraindre de pouvoir payer les amendes et vous corriger correctement. Mais ici, les gens, vous voyez, si vous circulez la ville, vous allez trouver il y a des embouteillages monstres. C'est quoi? Parfois, c'est causé par nos roulages. Quand on lui donne ces 500 000 francs, lui, il abandonne. Et quand les gens commencent à se chamailler, et ce sont les véhicules qui s'entassent, et ça devient compliqué. Ces gens-là, pourquoi on ne les punit pas? Ils doivent être punis. Et que chacun puisse avoir quand même la paix. Le Léviathan, l'État gendarme, nous devons assister ça. Ce n'est pas la dictature, c'est juste le respect des principes établis par la République que nous tous, nous sommes censés de pouvoir respecter. Et donc, les détournements, les dysfonctionnements, parfois, c'est voulu par des gens qui ont mis ça comme un système et ils se retrouvent là-dedans. Vous allez trouver des chantiers par-ci, par-là, en train de construire des maisons avec l'argent indu. Pour eux, ils sont joyeux, ils sont contents, mais ils font du mal à la République. C'est pourquoi la sanction doit être sévère vis-à-vis de ces gens-là et que l'État puisse retrouver vraiment son compte qui est perdu pendant beaucoup d'années. Le rapport de la Cour des comptes est transmis au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, dont vous êtes aussi membre. Comment, à l'Assemblée nationale, vous comptez gérer ça? Non, nous allons statuer sur les rapports. Parce que vous êtes l'autorité budgétaire. Bien sûr, nous aurons les rapports devant nous. C'est à ce moment-là où on va apporter notre jugement. Du fait qu'on n'a pas encore ça. Mais moi, je suis contre. Je parle individuellement. Exactement. Je suis contre les discours. Les gens doivent agir. Vous comprenez? Parce que nous avons assisté en 1997 dans notre pays. Vous comprendrez que Mouzé, quand il est entré, on ne parlait pas beaucoup. On vous dit que ça, c'est pas bon. Et quand vous revenez dans ce qui n'est pas bon, vous aurez les châtiments. C'est ça. Qu'on sente que la Cour des comptes est à pied d'œuvre. Elle travaille. Et le Parlement fait aussi son travail correctement, comme cela a été aussi édicté par notre président, qui a dit qu'il n'y aura pas de complaisance, que chaque institution puisse jouer son rôle. Nous sommes là pour contrôler le gouvernement qui a été mis en place. Donc, le gouvernement, Mme Souminoa, Première ministre, doit se mettre au travail qu'au travail pour le bénéfice de notre peuple. La Cour des comptes puisse nous faire quand même les rapports. Les rapports aussi qui vont apporter des éléments qui vont fonder justement les argumentaires des députés nationaux qui vont statuer et in fine qu'il y ait des sanctions contre les uns et les autres. Nous allons contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se comportent à des potentats. Ce sont des irréprochables. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des connaissances à l'ANER, ils ont des connaissances au parquet, et il vous dit, il n'y a personne qui va m'inquiéter. Mais messieurs, vous en tirerez toutes les conséquences possibles. Bientôt là. Le plafond, c'est le président de la République. Et c'est lui qui veut que les choses puissent changer. Et je pense avec cette volonté, et nous, en tant que peuple, accompagnons, il y aura quelque chose que le peuple va trouver son compte. Monsieur Amissi Makutano, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, député national, président du conseil d'administration de l'OGFREM, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les nominés. Bonne chance au gouvernement, Madame Judith Toulouka. Le peuple attend beaucoup. Nous n'avons pas le droit de traîner les pas. Il faut que le gouvernement soit investi au plus vite que possible. Le peuple attend beaucoup. Ce peuple, particulièrement ceux de l'église Barouti Tabernacle, qui a perdu depuis hier le chef, le pasteur Barouti. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille biologique et à l'église Barouti Tabernacle.
Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Exactement, moi aussi je profite de cette occasion parce que c'est un pasteur qui m'a beaucoup inspiré, mais je n'ai jamais été dans son église, oui. Mais je comprends la personnalité, la divinité dans lui. C'était un respectueux des principes. Aujourd'hui, nous vivons les théâtres, mais lui, il était dans la parole. Par conséquent, je profite pour présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de l'Église. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du MAC du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dimanche prochain, certainement, avec un autre invité. Au revoir.